Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, disparition inquiétante de 2 élèves à Saint-Louis. Les 2 adolescents n'ont pas donné de nouvelles depuis une décade. Vous le verrez, leurs parents sont très inquiets ce soir. Viol présumé sur 27 filles à Kırgol. Les familles des victimes présumées réclament justice. Elles se félicitent de l'arrestation de l'auteur présumé. À J-24 de la fête de Tabaski, pas encore l'effervescence habituelle dans les marchés et centres commerciaux. Reportage à suivre à Tilène et au centre commercial Blaise Diagne. Et puis session ordinaire du comité de politique monétaire de la BCEAO. L'activité économique demeure soutenue au sein de l'UEMOA avec un taux de croissance de 5,4% au premier trimestre 2023. C'est de bon augure pour la suite, affirme le gouverneur Jean-Claude Cassibrou. Mais d'abord, cette alerte disparition à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. 2 élèves de l'école Charles-Niang n'ont pas donné de nouvelles depuis une décade. Les adolescents de 12 ans ont disparu là pour la dernière fois près du fleuve, près du grand bras du fleuve. Les adolescents de 12 ans ont été aperçus pour la dernière fois près du grand fleuve. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À Misra, dans un quartier de Saint-Louis, les parents de Mohamed K et Mohamed Ndiaye sont très inquiets depuis la disparition de leurs enfants. 2 élèves très brillants perdus de vue depuis plus d'une semaine. Je ne dors plus depuis quelques jours. Le matin, je prie et je demande au bon Dieu pour qu'il m'aide à retrouver mes enfants. Ce qui traumatise les parents depuis quelques jours, c'est surtout le témoignage des voisins. Les 2 élèves étaient aperçus pour la dernière fois près du fleuve, le jour même de leur disparition. On nous a dit que les 2 élèves étaient près du fleuve, mais les pêcheurs ont cherché partout dans le fleuve, mais ils n'ont rien trouvé. Ils sont tous les 2 des élèves très brillants. Nous avions demandé aux enfants d'aller apprendre, mais malheureusement, ils sont partis comme ça. Nous n'avons aucune information les concernant et nous avons tout tenté, mais en vain. Bintefal prie depuis des jours. Elle a même perdu le sommeil et sollicite l'aide des services compétents. Le père de l'un des enfants n'est plus de ce monde. Et avant de partir, il avait demandé à son petit frère et à moi-même de bien s'occuper de lui. C'est ce qui me fait le plus mal dans cette affaire. Mais nous prions pour les retrouver. Les recherches entamées par les différentes familles ont été vaines. Parents, amis et voisins ont cherché partout dans les rues et ruelles de l'ancienne capitale du Sénégal. Des recherches qui n'ont encore rien donné jusqu'à présent. Ouais, Ousseynou est un peu plus au nord, à Richard Toll, 2 corps d'adolescents repêchés dans le canal de la compagnie sucrière sénégalaise. Ils sont morts noyés. La découverte macabre a été faite hier par les populations environnantes. Les 2 adolescents étaient partis se baigner après les cours. À Touba, affaire du viol présumé sur 27 filles, les parents des victimes présumées se félicitent de l'arrestation de l'auteur présumé. Les familles réclament justice pour leurs enfants. Voyons tout cela avec Pape Balagaï et Talassambe. À la gendarmerie de Tiawen pour les besoins des premières auditions après l'arrestation de Serigne Khadim Baké, présumé violeur des 27 fillettes de Kırgol, les parents poussent un ouf de soulagement. Père d'une des victimes, ce dernier se félicite de l'engagement des autorités judiciaires pour élucider cette affaire. Nous avons bien été accueillis à notre arrivée. Nous avons été auditionnés dans le calme et la sérénité. Peiné par cette histoire, Moussa Thiam n'entend plus laisser sa fille retourner dans ce dara que tenait Serigne Khadim Baké. En ce qui me concerne, mes enfants ne vont pas apprendre dans ce dara. Un autre dara responsable où l'apprentissage du Coran et de l'œuvre de Serigne Touba sont avérés. Un autre dara responsable où l'apprentissage du Coran et de l'œuvre de Serigne Touba sont garantis. Je veux bien. Même si un brin d'espoir renaît suite à l'arrestation du violeur présumé des 27 fillettes, Bintou Tall, mère de famille, sollicite un accompagnement psychologique pour toutes les victimes.
Nous souhaitons de bonnes écoles pour nos enfants afin qu'ils puissent continuer leurs études, mais également leur suivi sur le plan médical. Certains n'ont pas pu faire les analyses qu'on leur a demandées, faute de moyens. Nous voulons de l'aide. Près d'une trentaine de plaintes sur le dos de Serigne Khadim Mbacké, le collectif des parents des 27 filles de Keur Gol n'ont qu'un souhait, que justice soit faite sur cette affaire. Merci Pabala. Les programmes opératoires ajournés à l'hôpital régional de Saint-Louis, seuls les cas urgents seront pris en charge. L'établissement fait face à une pénurie de produits anesthésiques. La direction s'explique. Le directeur, écoutons lui, Maguette Sec, avec notre équipe à Saint-Louis du Sénégal. On constate une certaine tension dans l'approvisionnement de l'éphédrine, qui est un produit donc indispensable aux actes opératoires. Présentement, nous avons donc un manque sur l'éphédrine, ce qui a conduit donc pour le programme réglé. Donc le programme réglé, ce qui veut attendre, on l'a suspendu, on a suspendu ce programme réglé, et ce qui nous reste en produit est réservé pour les urgences. Donc, on continue à prendre en charge les urgences et le programme réglé est suspendu donc jusqu'à nouvel ordre. Mais dès disponibilité donc du produit, donc on va reprendre le programme réglé, correctement les activités. Et venons aux récentes manifestations survenues au Sénégal. L'inventaire des dégâts se poursuit. Comme en mars 2021, la grande surface Supéco a été dévalisée, pillée par les manifestants. Vous allez voir, les pertes économiques sont très importantes. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Dieng. Une surface complètement pillée, nous sommes à l'intérieur d'un Supéco. Ce supermarché a été saccagé lors des émeutes de la semaine dernière. Mais comme vous le voyez ici, le Supéco de Golfe a été complètement ravagé, pillé et détruit. On a subi le même sort également au Supéco de Hamon, qu'on a ouvert il y a juste 2 mois. Son propriétaire est animé actuellement par un sentiment de dégoût et se désole de ces saccages. Quand on regarde ce qui se passe, comment le magasin a été pillé, forcément c'est un sentiment de dégoût qui nous anime aujourd'hui. Un sentiment de dégoût, tout simplement. On est dégoûté et peiné par ce qui se passe, parce que on se démène, on va dire, pour apporter de l'investissement au Sénégal, apporter de l'emploi aux jeunes au Sénégal, quand on sait le taux de chômage qui existe aujourd'hui dans ce pays. Et dans notre stratégie, bien entendu, on essaie de s'implanter dans les quartiers populaires, on essaie de démocratiser, on va dire, les supermarchés pour soulager les populations et apporter une réponse à la vie chère. Le directeur général de Supéco estime les saccages subis à des centaines de millions. Aujourd'hui, on n'a pas fait l'évaluation complète des dégâts, mais vous vous doutez fort bien que c'est plusieurs centaines de millions de francs CFA qui ont été dans d'autres et qui aujourd'hui sont réduits comme des cendres. Et ce n'est pas demain la veille qu'il compte rouvrir ces supermarchés, à moins que l'État leur vienne en aide. Aujourd'hui, il est très clair que si l'État ne nous aide pas, on ne pourra pas réouvrir. Ça, c'est une certitude. Une situation très difficile pour ces grandes surfaces qui subissent à chaque émeute des casses inestimables. Et lors de ces manifestations, plus de 70 bus de Dakar Demdik ont été endommagés. La Société nationale est l'une des cibles systématiques des manifestants. Le trafic a repris ce matin au grand soulagement des usagers. Reportage Habib Faye et Tierno Laurent Mendy. Un vent de calme souffle sur la capitale. Les activités reprennent petit à petit et Dakar Demdik reprend service. J'attends le 10, je vais à la corniche. La reprise du service de Dakar Demdik, c'est quelque chose de bien. Ça va nous permettre de nous déplacer. C'est pas facile, mais vous êtes jeune. Il faut expliquer à la jeunesse que Dakar Demdik nous appartient. Au terminus Liberté 5, les passagers venus en masse fustigent les casses notées. Ça ne sert à rien de casser les bus et tout parce que c'est notre bien, c'est nos biens publics à nous tous. C'est nous qui utilisons ces biens-là. Peut-être il y a d'autres manières d'extérioriser les mécontentements sans pour autant
casser les bus. Alioune Mbodj, un habitué de Dakar Dem Dikk, devait rallier Saint-Louis depuis avant-hier, mais à cause de la suspension du trafic, il était obligé de rester à Dakar. Aujourd'hui, il a hâte de voyager. C'était à cause des manifestations que je n'ai pas pu aller à Saint-Louis, mais j'attendais aujourd'hui pour pouvoir le faire en fait. Le directeur général de Dakar Dem Dikk invite les populations, surtout les plus jeunes, à protéger cette compagnie de transport qui est un patrimoine. Mais moi je dis, il n'y a pas une protection, ce n'est pas une sécurité. Aujourd'hui, Dakar Dem Dikk doit être protégé par les Sénégalais. Et c'est surtout ça qui est très important. Avec 51 bus calcinés en 2021, 71 en 2023, Dakar Dem Dikk devient la principale cible des manifestants. Les usagers appellent à une conscientisation pour préserver ce patrimoine national. Et les 5 jours d'arrêt de l'exploitation ont fait perdre à la société 50 millions par jour. 50 millions par jour. Le directeur général s'offusque de cette situation malheureuse. Voici Ousmane Silla. Plus de 70 bus brûlés, qui sont vraiment entre 70 et 100 bus qui sont vraiment dans une dynamique où ils étaient brûlés ou à moitié brûlés. Les bus caillassés, nous avons une vingtaine de bus caillassés lors de ces dernières manifestations-là. Et au-delà de ça, nous avons perdu plusieurs jours d'exploitation. On est dans des évaluations de 15 jours de perte d'exploitation pendant ces derniers moments. Et cela, vous pouvez le calculer, aux alentours entre 40 et 50 millions de francs CFA. Cela est très significatif pour une société comme Dakar Dem Dikk. Parce que, rappelons quand même, Dakar Dem Dikk, c'est une société nationale, à 40%. En fin de journée d'hier, on était aux alentours de 60%. Aujourd'hui, dans ce que nous appelons l'urbain de Dakar, nous sommes aux alentours de 80% de couverture par rapport au parc que nous avons. Et au niveau du Sénégal Dem Dikk, nous avons commencé aujourd'hui pour dire c'est difficile pour nous, mais nous sommes en train de trouver de nouvelles solutions pour rebondir. Et je pense, et c'est pour cela que j'appelle à tous les Sénégalais aujourd'hui, à cette dynamique de paix. Les manifestations ont aussi perturbé la chaîne d'approvisionnement du gaz et du carburant, les stations essence notamment. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz renseigne que près de 40 stations ont été saccagées. Voici Sarah Konaré avec Fatima Touré. Il n'y a pas de rupture, d'autant plus que depuis la guerre d'Ukraine, vous avez vu, c'était plus tendu, mais les autorités ont fait beaucoup d'efforts en termes de stock et autres, donc les stocks existent. Et il y a un problème de rupture de la chaîne d'approvisionnement, parce que pour qu'il y ait du carburant sur les stations, il faut nécessairement que les camions puissent venir amener le carburant à bon port et que le commun des mortels puisse être servi. Ça n'a pas pu être le cas. L'atmosphère étant chargée d'électricité, il y avait un risque de faire sortir les camions. Maintenant, l'un dans l'autre, en cassant les stations aussi, on a un problème de réceptacle. Et comme je vous l'ai dit tantôt, donc nos employés sont mis au chômage. On a été obligé de dire à certains de rester à la maison. Donc à ce niveau, il y a un problème. Ils ont emporté aussi les bouteilles de gaz, le stock outils. Si les gens ont des problèmes de stock outils, mais ils ne pourront pas prendre les charges vides au niveau des stations, les ramener au niveau des dépôts. Les dépôts fonctionnent et tout, pour pouvoir les charger et les faire revenir. C'est ça qui explique la situation actuelle. Fermeture des consulats généraux du Sénégal à l'étranger. La chef de la diplomatie sénégalaise s'explique ce jeudi. Aïssata Tall Sall va prendre la parole demain, jeudi. Vous le savez, le Sénégal a pris cette décision de fermer ses consulats généraux à l'étranger suite aux attaques perpétrées contre les consulats à Paris, New York et à Milan notamment, où le consulat a été littéralement mis sens dessus dessous. De retour du Sénégal, le consul est estomaqué devant l'ampleur des dommages. Reportage Augustin Faye, El Hadj Gabo. Le consulat général du Sénégal à Milan a été pris pour cible ce lundi 5 juin par des manifestants venus montrer leur mécontentement suite aux violentes manifestations notées au Sénégal ces derniers jours après la condamnation d'Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Beaucoup de locaux de la représentation diplomatique ont été saccagés.
De retour à Milan ce mardi, après un bref séjour au Sénégal, son Excellence Mamadou Lamine Diouf, consul général, n'a pu que constater les dégâts causés par les manifestants. Le consulat ne couvre pas le nord de l'Italie, tout simplement la Lombardie. Le consulat couvre tout le nord de l'Italie, avec 8 régions. En dehors du nord de l'Italie, on compte ceux qui viennent de l'Allemagne, de la Grèce, de la Suisse, de la Norvège. Tous ces gens-là viennent ici au niveau du consulat pour pouvoir vraiment s'acquitter de leurs documents. Aujourd'hui, ils ont saccagé le consulat. Et pire, si vous allez au troisième, vous allez voir avec le bureau des passeports, ils ont saccagé la machine de validation. Les bureaux qui abritaient l'état civil de la représentation diplomatique n'ont pas été épargnés. Tout a été saccagé. On fait tout ce qui concerne le mariage, les décès, la transcription, les livrets de famille. Tout se confectionne ici au niveau de ce bureau. C'est le premier bureau qu'ils ont eu devant eux. Ils l'ont saccagé. Ils l'ont saccagé comme vous venez de le voir dans les images. Et je déplore ceux qui ont fait cela. Et je pense que ce n'est pas de la politique. Parce que je pense que les gens qui sont venus pour vandaliser le consulat. Au moment où les manifestants entraient dans les locaux du consulat, Mme Khadissa Ndiaye, vice-consul, était dans son bureau. Elle est encore très choquée de ce qui s'est passé. On l'a vécu la journée d'hier avec beaucoup de tristesse, avec un cœur meurtri. Ce sont des délinquants, ce sont vraiment des délinquants. Ils ont saccagé tout. Ils sont comportés vraiment comme des voyous. On n'arrive pas à comprendre. C'est très triste de voir ces types de choses. Il faut que les gens sachent que le consulat sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Et je ne dirais pas 1 mois, je ne dirais pas 2 mois, je ne dirais pas 1 semaine, mais je dis que le consulat sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Et le regret que j'ai, c'est les décès. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est décédé ici le plus rapidement possible, sa famille l'attend au niveau du Sénégal. Il faut faire le nulla osta, le laisser-passer mortier. Comment faire ce laisser-passer si le consulat est fermé? Et c'est des choses que je déplore. Et actuellement, je suis là, j'attends la police va venir, on va prendre un huissier, on va revisionner les caméras parce que le consulat est doté de vidéocaméras. Et tout ce que la loi me permet, je le ferai, Inch'Allah, pour détracter ces voyous et ces malfaiteurs qui sont venus saccager ce consulat. Un coup dur pour la représentation diplomatique du Sénégal à Milan, qui couvre tout le nord de l'Italie avec 8 régions, mais aussi des pays comme la Grèce, l'Allemagne, la Suisse et la Norvège. Merci Augustin. À J-24 de la fête de Tabaski, les commerçants ont du mal à mettre le grappin sur les clients. Le marché Tilène et le centre commercial Blaise Diagne ne connaissent pas l'affluence habituelle. Vous allez le voir, les manifestations radicales n'y sont pas pour quelque chose, hélas. Voyons tout cela dans ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Marché Tilène. Ce site est réservé exclusivement à la vente de tissus. Ce vendeur, communément appelé Gambien, a récemment ouvert sa boutique dans le quartier. Il a eu la surprise de sa vie quand il nous parle des conséquences des récentes manifestations. Les clients viennent à nombre réduit, comme vous l'avez constaté. Non loin de là, nous voilà dans un autre magasin. Ici, on trouve l'astuce de vendre par paquetage pour attirer la clientèle. À pareil moment, les clients occupaient le site, mais cette année, le décor est tout autre. Du côté des tailleurs, ils peinent à joindre les deux bouts. Nous peinons même à terminer certaines commandes il y a 2 semaines. Vous voyez, ces tenues, ils sont au total de 40 pièces. Mais que faire face au climat social tendu? Bon, ce qu'on a engagé, ce n'est pas encore fini. Bon, actuellement, on a peur pour engager une autre commande. Dans les merceries également, pas de nouveautés cette année. J'ai vraiment peur de passer une nouvelle commande vu que la vente est assez timide. La vente à crédit domine actuellement car la plupart des clients n'ont pas de liquidité avec eux. Ils passent, on leur donne la marchandise et après ils font rembourser l'argent. Comme pour dire que nos interlocuteurs sont unanimes. Ils ont subi les contre-coups des manifestations notées ces derniers jours, une morosité dans les affaires qui n'est pas sans conséquence.
Merci Maimouna et restons dans l'actualité économique. La session ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a été tenue aujourd'hui. L'activité économique demeure soutenue au premier trimestre 2023 au sein de l'UEMOA. La dynamique est bonne, il faut la maintenir selon le gouverneur Jean-Claude Cassibro. Compte rendu Aminata Marisso, Lamine Diagne. L'activité économique mondiale sur une bonne trajectoire, la baisse des restrictions liées à la Covid-19, un des facteurs déterminants. Au sein des pays membres de l'UEMOA, par exemple, le taux de croissance économique a atteint 5,4% avec une projection plus soutenue avant la fin de l'année. La croissance économique dans notre Union reste très soutenue. Nous avons, au niveau de l'UEMOA, on a terminé l'année 2022 avec une croissance économique pratiquement de près à 5,9%. Donc une croissance solide. Des bons en avant aussi notés sur les taux d'inflation au sein des pays de l'UEMOA. De 8,4% en septembre 2022, on est passé à 4,6% en avril 2023. L'inflation est passée de 8,4% en septembre 2022 à 5,7% en mars 2023 et 4,6% en avril 2023. Ce recul a été soutenu par les bons résultats de la campagne agricole 2022-2023, la réduction des coûts de l'énergie ainsi que les mesures de politique monétaire prises par la Banque centrale et les efforts des États pour lutter contre la vie chère. De bonnes perspectives en vue, résultat des politiques de soutien à la vie chère, par exemple au dynamisme des investissements publics et privés, mais aussi à une politique agricole rassurante. Et puis retenez que le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, préside demain jeudi la 39e réunion du Conseil national du crédit en présence du directeur de la BCEAO, M. Ahmadou Al-Aminoulo, et des membres du CNC. La rencontre va porter sur le financement des campagnes agricoles 2023 et la situation du système bancaire. Le projet de construction de l'autoroute Dakar-Saint-Louis va impacter les maraîchers de la zone des Niayes. Afin de libérer les emprises sans grabuge, il demande à l'État d'ouvrir d'ores et déjà les négociations. Cher Anta Diop, c'est la tire. Ils se sont réunis à Bayar pour échanger sur le processus d'indemnisation, mais également sur les mesures d'accompagnement qu'ils proposent dans le cadre du projet d'autoroute de la VDN. Les impactés, c'est surtout des pertes de revenus agricoles. C'est des pertes foncières et puis de vastes étendues de terre. Dans le cadre de la préparation de ce projet, que l'État discute davantage avec ces personnes qui seront impactées. D'abord l'indemnisation, mais surtout discute par rapport à l'implantation de ce projet. Des aménagements doivent être apportés à ce projet, disent ces agriculteurs et éleveurs, pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Ce qu'ils ont constaté au niveau des autres autoroutes, ils ont cité Ila Touba, c'est qu'il y a de grandes distances entre les tunnels pour faire passer les charrettes et le bétail. Et s'ils le font dans cette zone des Niayes, ça sera très compliqué pour eux parce que c'est une zone densément peuplée. Et ici, ce n'est pas l'agriculture sous pluie qui est développée, mais c'est l'agriculture maraîchère qui est développée. Il leur faut des couloirs de passage, des ponts au niveau de l'autoroute. Et ça fait partie des contraintes vécues au niveau de Ila Touba. Et ils ne veulent pas vivre ces contraintes au niveau de cette nouvelle autoroute qui sera construite ici. Dans ces conditions, on peut imaginer les difficultés qui se profilent à l'horizon pour des milliers de maraîchers et d'éleveurs de la zone des Niayes. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite. Dans un instant avec Papa Abdoulaye et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.